Le Breakfast Club n'est pas simplement un film pour adolescents, c'est LE film pour adolescents par excellence. Mais derrière les poings serrés, les chaises de retenue et cette citation inoubliable de David Bowie, se cache une histoire chaotique et rebelle, pleine de heurts d'ego, de tensions sous-jacentes et de certains des moments les plus étranges en coulisses que vous n'avez jamais entendus. Voici les 20 faits les plus bizarres sur le film qui a défini toute une génération de marginaux, d'intellos, de délinquants, d'athlètes et de princesses. Numéro 1. Oubliez les décors hollywoodiens sophistiqués. The Breakfast Club a été tourné à l'intérieur d'un véritable lycée abandonné. Le lycée Maine North High School, aujourd'hui fermé, situé à Des Plaines dans l'Illinois, venait tout juste d'être désaffecté en raison d'une fréquentation trop faible. Mais pour John Hughes, c'était l'endroit idéal pour donner vie à sa vision. Les couloirs vides, les casiers grinçants et l'écho d'un silence adolescent conféraient au film une authenticité hantée. On ressent le calme immobile dans chaque scène, non seulement à cause du scénario, mais parce que le bâtiment lui-même semblait figé dans le temps. Même la bibliothèque emblématique n'appartenait pas réellement à l'établissement scolaire. L'équipe de production a dû construire un immense décor de bibliothèque à l'intérieur du gymnase du lycée, car la vraie bibliothèque était bien trop petite et manquait totalement d'inspiration pour porter le poids émotionnel que Hughes avait prévu. Ainsi, lorsque vous voyez Bender marcher sur les tables ou Claire assise en silence à contempler ses ongles, ils jouent tous dans un gymnase transformé en bibliothèque, entouré d'un sentiment d'isolement très réel. Et voici le plus fou, certaines parties du bâtiment étaient utilisées hors heure de tournage pour des exercices d'entraînement de la police, ce qui signifie que l'équipe du film partageait parfois l'espace avec de véritables unités du SWAT. Numéro 2. Croyez-le ou non, Emilio Estevez avait à l'origine été choisi pour incarner le mauvais garçon John Bender. Et oui, l'entraîneur Bombay en personne était censé jouer le rebelle fumeur en chaîne avec son trench coat. Mais il y avait un seul problème. Il n'arrivait pas à trouver quelqu'un d'autre capable de jouer de manière convaincante le sportif de service. John Hughes avait une vision très précise d'Andrew Clark, le lutteur. Il lui fallait quelqu'un qui ait une présence physique imposante, mais qui soit aussi capable de laisser transparaître une vulnérabilité sous la surface. Les acteurs ont défilé les uns après les autres pour le rôle, mais personne ne correspondait tout à fait. Pendant ce temps-là, Estevez avait le physique athlétique, le look et la capacité à porter l'arc émotionnel d'Andrew avec exactement le bon degré d'intensité. Alors, dans un revirement de casting de dernière minute, Estevez a été déplacé vers le rôle d'Andrew, et l'équipe de production a dû se démener pour trouver quelqu'un d'autre pour jouer Bender. C'est là qu'entre en scène Judd Nelson, un acteur alors inconnu qui avait la rage au ventre et un talent particulier pour faire sortir les gens de leur gonds. Son audition était si brute et si provocatrice qu'elle a mis tout le monde dans la salle mal à l'aise. Autrement dit, il était parfait. Ce simple changement de distribution n'a pas seulement modifié la dynamique du film, il l'a peut-être sauvé. Imaginez The Breakfast Club avec Emilio Estevez en train de râler et de parler de fusées de détresse, ça ne produit pas du tout le même effet, n'est-ce pas? Numéro 3, Judd Nelson n'a pas seulement joué John Bender. Il est devenu lui, et tout le monde sur le plateau n'appréciait pas cela. Dès le premier jour, Nelson restait dans la peau de son personnage, même quand les caméras ne tournaient pas. Il lançait des regards méprisants à l'équipe technique, taquinait ses partenaires de jeu et provoquait délibérément Molly Ringwald afin de conserver une tension authentique entre eux. Mais son engagement a franchi une limite lorsque la mère de Molly Ringwald, dans la vraie vie, est venue visiter le tournage. Nelson, toujours en pleine incarnation de Bender, aurait tenu des remarques grossières qui l'ont tellement choquée qu'elle est allée directement se plaindre auprès du studio. John Hughes était furieux. Il a sérieusement envisagé de renvoyer Nelson et de le remplacer en plein milieu de la production. Mais le reste de la distribution s'y opposait, défendant farouchement le dévouement de Nelson à son rôle. Même s'il était odieux, il savait que sa méthode d'acteur donnait au film sa puissance brute et son côté incisif. Finalement, Hughes a accepté à contre-cœur de le garder, mais les deux hommes n'ont plus jamais travaillé ensemble par la suite. Ironiquement, le comportement de Nelson était précisément ce qui rendait Bender si crédible. Cette hostilité qui couvait, cette impression qu'il pouvait craquer à tout moment, ce n'était pas seulement du jeu, c'était réel. Et même si cela a failli faire dérailler le film en coulisses, cela a aussi rendu Bender inoubliable à l'écran. Et si vous avez trouvé ça intense, attendez d'entendre ce qui n'était même pas dans le scénario. Numéro 4. La scène de danse de The Breakfast Club reste l'un des moments les plus cultes du film.
Elle est étrange, euphorique, gênante, et elle n'aurait jamais dû exister. Dans le scénario original de John Hughes, il n'y avait aucune chorégraphie prévue. Mais sur le tournage, entre deux prises, il a surpris les acteurs en train de délirer. Musique à fond dans le gymnase, ils dansaient comme des fous, sans aucune retenue. Hughes a été séduit par cette énergie brute, cette spontanéité adolescente si authentique. Il leur a alors demandé de refaire la même chose devant la caméra. Le résultat, ce montage légendaire où chaque personnage se défoule à sa façon, totalement barré. Tout le monde n'a pourtant pas adhéré. Judd Nelson détestait l'idée, l'a trouvée cucu et surtout pas crédible pour Bender. Il a même tenté de zapper la scène. Hughes a fini par transiger. La danse de Bender est beaucoup plus sobre, presque entièrement filmée en ombre chinoise. Malgré tout, cette séquence est devenue l'une des images les plus fortes du film. C'est le chaos total, c'est cathartique, et pourtant ça colle parfaitement. Rien n'est propre, rien n'est chorégraphié. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Ce sont juste 5 ados coincés au lycée qui, 1 minute durant, lâchent prise et enlèvent leur masque. Tout ce qui a été filmé n'a cependant pas survécu au montage. Certaines scènes ont été purement et simplement coupées. Numéro 5. Vous vous souvenez peut-être de The Breakfast Club comme d'une touchante histoire de coming of age, mais John Hughes l'avait à l'origine écrit comme quelque chose de bien plus sombre et âpre. Les premières versions creusaient beaucoup plus profondément dans le trauma, les maltraitances et l'isolement. Il existait des intrigues entières qui ont été coupées parce qu'elles étaient jugées trop dérangeantes, même selon les standards des années 1980. Dans une de ces versions, il était fortement sous-entendu que Bender était victime de violences physiques de la part de son père, et pas seulement verbales. L'arc de Claire comportait une scène suggérant des troubles alimentaires, tandis que le personnage d'Allison était bien plus renfermé et semblait peut-être confronté à des pensées suicidaires. L'histoire de Brian était encore plus déchirante. La pression scolaire qui pesait sur lui, seulement implicite dans le film final, menait à une véritable crise de santé mentale qui n'était adoucie ni par l'humour ni par une fin propre et rassurante. Les cadres du studio étaient nerveux. Ils voulaient un film auquel les adolescents pourraient s'identifier, pas un film qui risquait de les faire basculer. Hughes a donc été prié d'atténuer le tout, de réécrire des scènes et de supprimer les éléments les plus troublants. Ce que nous avons obtenu à la place est une version plus équilibrée, toujours brute, toujours émouvante, mais avec juste assez de légèreté pour éviter que cela ne devienne une tragédie pure. Pourtant, des traces de cette version plus sombre subsistent si l'on sait où regarder, en particulier dans les cicatrices de Bender et dans le silence d'Allison. Et la manière dont Hughes a réussi à préserver ses émotions brutes, en faisant quelque chose que presque aucun réalisateur ne fait. Numéro 6. À Hollywood, tourner un film dans l'ordre chronologique est rare. La très grande majorité des films sont tournés dans le désordre pour gagner du temps et de l'argent. Mais The Breakfast Club a brisé cette règle et cela a tout changé. John Hughes a exigé que le film soit tourné exactement dans l'ordre où l'histoire se déroule. La scène 1 a été tournée en premier. La scène finale a été tournée en dernier. C'était un choix audacieux, surtout avec un planning très serré. Mais Hughes avait une raison précise. Il voulait que l'évolution émotionnelle de personnages soit authentique. Les acteurs ont commencé le film non seulement comme des inconnus à l'écran, mais aussi comme de quasi-inconnus dans la vraie vie. Et tout comme leurs personnages, ils se sont peu à peu liés, se sont disputés et se sont ouverts au fil du temps. On peut littéralement voir cela se produire. Le langage corporel maladroit des premières scènes fond progressivement pour laisser place à une forme de proximité réticente à la fin. Cette méthode a également aidé les acteurs à rester émotionnellement synchronisés. Chaque moment s'appuyait sur le précédent, sans avoir besoin de forcer des émotions hors de leur ordre naturel. C'est en partie ce qui rend les performances si naturelles, parce qu'elles l'étaient vraiment. Et à propos de naturel, l'un des acteurs a fait un caméo très spécial qui est complètement passé inaperçu. Numéro 7. Fermez les yeux et vous le manquerez. Mais Anthony Michael Hall n'est pas venu seul au Breakfast Club. Sa vraie mère et sa vraie sœur font en réalité une brève apparition dans le film, ajoutant une couche étrange et fascinante d'authenticité au personnage de Brian. Vous vous souvenez de la scène d'ouverture où tous les élèves sont déposés devant le lycée? La mère de Brian le réprimande à propos de son avenir et lui crie dessus depuis le siège avant de la voiture. Cette femme n'est pas une actrice engagée pour le rôle, c'est la véritable mère d'Al, Mercedes Hall. Et celle qui est assise à côté d'elle et qui jette un regard en coin à Brian, c'est sa vraie petite sœur, Mary Christian. John Hughes adorait brouiller la frontière entre réalité et fiction. Il estimait qu'utiliser la vraie famille réelle de Hal ancrerait davantage le personnage de Brian dans la réalité, le rendant plus relatable et plus crédible.
Et ça a fonctionné. L'énergie de parents maladroits et étouffants n'était pas jouée, c'était du vrai de vrai. Le caméo est très court, mais il fait que l'histoire de Brian touche encore plus fort. Il n'est pas seulement le cerveau du groupe, c'est un ado écrasé sous le poids des attentes de ceux qui sont censés le soutenir. C'est un petit détail qui montre à quel point Hughes mettait du soin et de la réflexion, même dans les moments les plus discrets. Et, croyez-le ou non, le studio a essayé de couper l'une des scènes les plus bruyantes du film. Numéro 8. C'est le cœur émotionnel de The Breakfast Club. 5 adolescents assis en cercle, les barrières tombées, les masques retirés, entrant enfin de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Mais cette scène brute et confessionnelle dans la bibliothèque, le studio voulait la supprimer. Les cadres trouvaient qu'elle était trop lente, trop bavarde et surtout pas du tout cinématographique. Ils affirmaient qu'un groupe d'ados assis à parler pendant presque 10 minutes sans interruption ne retiendrait pas l'attention du public. À leurs yeux, elle cassait complètement le rythme du film. Mais John Hughes s'est battu pour la garder, farouchement. Il était convaincu que le vrai drame ne résidait non pas dans les bêtises en retenue ou les courses dans les couloirs, mais dans le fait de voir ces 5 stéréotypes se briser en temps réel. Ce moment de vulnérabilité partagée, c'était tout le sens du film. Hughes a refusé tout compromis, allant jusqu'à menacer de quitter le projet si on la coupait. Et heureusement qu'il l'a fait. Cette scène a donné au film son cœur émotionnel. C'est là que les personnages cessent d'être des archétypes pour devenir des êtres humains. Réfléchissez-y. Sans ce moment, The Breakfast Club n'aurait été qu'une simple comédie pour ados de plus. Au lieu de cela, il est devenu quelque chose de plus profond, quelque chose d'intemporel. Et la vraie surprise, le personnage qui lit la célèbre lettre à la fin n'était pas du tout censé le faire à l'origine. Numéro 9. Vous pensez naturellement que la voix qui lit cette fameuse lettre dans la scène finale est celle de Brian, n'est-ce pas? Après tout, c'est lui qui l'a rédigée au nom du groupe. Mais dans un retournement subtil, la voix off n'appartient pas du tout à Anthony Michael Hall, c'est celle de Judd Nelson. Oui, c'est la voix de Bender que nous entendons prononcer les dernières répliques « Vous nous voyez comme vous voulez nous voir ». Ce n'était pas une erreur, c'était un choix délibéré de John Hughes. Il estimait que Bender, le personnage le plus rebelle et le plus complexe émotionnellement du groupe, méritait d'avoir le dernier mot. Cela change complètement le ton quand on entend la voix de Bender. Sarcastique, pardonnée, mais étrangement poétique, elle jette une ombre rebelle sur tout le message. Ce n'est plus seulement un résumé propre et net de leur évolution, c'est un doigt d'honneur discret au système qui les avait enfermés dans des cases dès le départ. Beaucoup de fans n'ont même jamais remarqué le changement, mais une fois qu'on l'a entendu, on ne peut plus ne pas l'entendre. Cela redéfinit toute la fin du film, en donnant à Bender le dernier mot et la supériorité émotionnelle. Et à propos de choses cachées en pleine vue, saviez-vous que le titre du film provenait d'un véritable argot adolescent de l'époque? Numéro 10. The Breakfast Club est un titre inoubliable, mais il n'a pas été inventé de toutes pièces par un scénariste d'Hollywood. Il vient directement des couloirs d'un vrai lycée. Au lycée New Trier High School, dans l'Illinois, juste en périphérie de Chicago, les élèves qui écopaient d'une retenue le samedi matin ont commencé à se surnommer, pour rire, le Breakfast Club. Ce nom venait du fait qu'ils devaient se présenter très tôt, souvent le ventre vide, et rester assis pendant des heures à purger leur punition pendant que le reste du monde profitait de son week-end. C'était à la fois sarcastique et solidaire. John Hughes, originaire de la banlieue chic de Chicago, a entendu ce surnom par l'intermédiaire des enfants d'un de ses amis. Il a adoré la sonorité, informelle, ironique et étrangement profond. C'était le titre parfait pour une histoire de 5 adolescents coincés dans une bibliothèque qui découvrent qu'ils sont bien plus que les étiquettes qu'on leur colle. Le titre s'est immédiatement démarqué, pas seulement parce qu'il était accrocheur, mais parce qu'il sonnait vrai. Il n'était ni tape à l'œil, ni forcé. C'était du langage adolescent authentique, emprunté directement aux jeunes qui vivaient exactement le genre de vie que Hughes mettait en scène. Et ironie du sort, l'une des adolescentes sur laquelle il s'est inspiré pour créer un personnage ne voulait même pas du rôle qu'on lui avait confié. Numéro 11. Molly Ringwald était la reine du cinéma adolescent dans les années 80 et The Breakfast Club avait été écrit spécifiquement en pensant à elle. Mais voilà le rebondissement. Elle ne voulait pas jouer Claire, la princesse. Elle voulait incarner Allison, l'exclue incomprise et excentrique. Ringwald voyait davantage de profondeur chez Allison. Elle trouvait le personnage mystérieux, riche en couches multiples et doté d'une vraie épaisseur émotionnelle. Claire, en comparaison, était polie, privilégiée et, aux yeux de Ringwald, bien moins intéressante.
Elle a fait pression sur John Hughes pour qu'il reconsidère la distribution des rôles, dans l'espoir qu'il la laisserait échanger les personnages. Mais Hughes avait une vision très claire. Il estimait que la présence à l'écran de Ringwald incarnait parfaitement l'extérieur raffiné de Claire, et que la choisir pour jouer la fille populaire rendrait son effondrement émotionnel encore plus marquant. Il a refusé de céder, et le rôle d'Allison est finalement revenu à Alison Sheedy. Cela a créé une véritable tension sur le tournage. Ringwald serait resté distante avec le reste de la distribution pendant le tournage, ce qui n'a fait que renforcer l'authenticité de l'isolement de Claire. Cet inconfort, ce n'était pas seulement du jeu d'actrice, c'était personnel. Ironiquement, cette décision s'est révélée payante. La performance de Ringwald a apporté de la complexité à un personnage qui aurait facilement pu n'être qu'unidimensionnel. Et l'interprétation d'Allison par Sheedy, absolument iconique. Mais la classification du film a failli tout faire dérailler. Numéro 12. The Breakfast Club a marché sur une ligne très fine entre honnêteté et controverse, et il a failli basculer à cause d'une seule scène qui repoussait les limites de ce que la MPAA autorisait dans un film pour adolescents. La réplique en question, le geste grossier de Bender et son commentaire déplacé alors qu'il rampe sous la table de la bibliothèque et jette un coup d'œil sous la jupe de Claire. Ce n'était ni subtil ni propre, et les censeurs l'ont remarqué. La MPAA était prête à coller au film une classification R, ce qui aurait sévèrement limité sa portée auprès du public même qu'il visait, les adolescents. John Hughes a défendu que cette scène était destinée à révéler l'immaturité de Bender et son malaise face à l'intimité et non à la glorifier. Malgré tout, pour obtenir une classification plus basse, le studio a procédé à de petites coupes et modifications afin d'adoucir le moment et a finalement obtenu le PG-13 qu'il espérait. Mais ce n'était pas la seule controverse autour de cette scène. Molly Ringwald la critiquerait plus tard comme l'un des moments les plus problématiques du film avec le recul, surtout lorsqu'on la regarde à travers le prisme culturel d'aujourd'hui. Même après les coupes, ce moment reste gênant, et c'est volontaire, mais il a bien failli coûter au film l'ensemble de son public adolescent. Et à propos de vitesse, devinez en combien de temps John Hughes a écrit le scénario. Numéro 13. On pourrait penser qu'un film aussi iconique et émotionnellement riche que The Breakfast Club a nécessité des mois, voire des années de travail pour être écrit. Mais, fidèle à son style habituel, John Hughes a rédigé le premier jet en seulement 2 jours. Ce n'est ni une légende, ni une exagération. Selon les témoignages, Hughes s'est enfermé dans une pièce pendant un week-end et a écrit l'intégralité du scénario en une seule et unique session créative frénétique, sans s'arrêter. Pas de plan détaillé, pas d'équipe de scénaristes, rien que l'inspiration pure. Et lorsqu'il est ressorti, il avait entre les mains une version presque définitive de ce qui allait devenir l'un des films pour adolescents les plus aimés de l'histoire du cinéma. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce premier brouillon n'a pratiquement pas été modifié par la suite. À part quelques coupes imposées par le studio et des ajustements mineurs de ton, le scénario que Hughes a remis était quasiment identique à celui qui est finalement apparu à l'écran. Les dialogues, le rythme, les moments émotionnels forts, tout était déjà là, brut, intact, sans retouche majeure. Cela témoigne de l'extraordinaire sensibilité de Hughes à la psychologie adolescente. Il n'avait pas besoin de mois de recherche ni de multiples réécritures. Il se souvenait parfaitement de ce que l'on ressent quand on a 17 ans. Être prisonnier de sa propre tête, incompris, en colère contre le monde entier. Mais tout ce qu'il a écrit n'a pas été conservé dans le montage final. En réalité, il existe une version perdue du film que personne n'a jamais vue dans son intégralité. Numéro 14. Quelque part, une version plus longue de The Breakfast Club existe. Ou du moins, elle a existé. Plus de 50 minutes de rush ont été tournées, puis coupées du montage final, créant ce que les fans appellent le Director's Cut perdu. Mais contrairement à la plupart des scènes supprimées qui finissent en bonus sur les DVD, ces images ont purement et simplement disparu. John Hughes envisageait à l'origine un film beaucoup plus long, rempli de moments plus profonds sur les personnages et de scènes supplémentaires qui développaient davantage le passé des élèves. Certains témoignages affirment qu'on aurait vu bien plus de choses sur la vie familiale d'Allison, les maltraitances subies par Bender, et même une sous-intrigue romantique entre Claire et Brian qui n'a jamais survécu à la salle de montage. À une époque, Hughes a envisagé de sortir une version longue, mais au fil des années, les bobines supplémentaires ont été égarées, voire peut-être détruites. Universal a confirmé qu'elle ne possède plus les pellicules complètes, et Hughes ne les a jamais montrées publiquement avant son décès en 2009. C'est l'un des grands trésors perdus du cinéma des années 80.
Une version de The Breakfast Club encore plus profonde, plus sombre et plus intime que le film que nous connaissons aujourd'hui. Mais même sans elle, le film reste percutant, en partie parce que ses personnages dépassaient largement les clichés. Ils étaient construits sur de véritables théories psychologiques. Numéro 15. À première vue, les 5 élèves de The Breakfast Club semblent être des stéréotypes lycéens exagérés jusqu'à la caricature. L'intello, l'athlète, la folle dingue, la princesse et le délinquant. Mais John Hughes n'a pas inventé ces étiquettes au hasard. Il a construit chacun d'eux autour d'archétypes psychologiques classiques, profondément enracinés dans la théorie de la personnalité de Carl Jung. Jung pensait que chaque individu incarne des archétypes universels qui déterminent la manière dont nous nous comportons, réagissons et entrons en relation avec les autres. Hughes s'est fortement appuyé sur cette idée pour créer des personnages qui représentent chacun une facette de la psyché adolescente. Brian, le cerveau, the brain, incarne l'intellect et la pression de la performance. Claire, la princesse, représente la persona, le masque social que nous portons pour nous intégrer. Bender est l'ombre, the shadow, le côté sombre et refoulé de la personnalité. Allison, la folle dingue, the basket case, canalise l'exclu, incompris ou la figure du mystique. Et Andrew, l'athlète, the athlete, est l'incarnation de l'archétype du héros, fort, compétitif, mais prisonnier des attentes qu'on place en lui. C'est pour cette raison que ces personnages nous touchent encore si profondément aujourd'hui. Ils ne sont pas simplement des lycéens, ils sont des substituts de partie de nous-mêmes. C'est aussi pourquoi nous nous en souvenons des décennies plus tard. Ils n'ont pas été conçus pour être à la mode, mais pour être intemporels. Et quand les caméras se sont éteintes, les acteurs ont pris ces rôles un peu trop au sérieux. Numéro 16. Pour maintenir la chimie émotionnelle réelle, John Hughes encouragea les acteurs à rester dans leur personnage, même pendant les pauses. Et les acteurs prirent ce conseil à cœur, surtout pendant le déjeuner. Au lieu de sortir de leur personnage et de prendre de la nourriture en tant qu'eux-mêmes, les acteurs auraient mangé ensemble en tant que leur personnage du Breakfast Club. Claire mangea des sushis. Andrew engloutit un déjeuner riche en protéines. Brian piqua nerveusement dans sa nourriture tout en parlant de notes. Allison versait des céréales sucrées et des garnitures de sandwich en un tas chaotique. Oui, même hors caméra. Et Bender, il était généralement en train de bouder quelque part seul. Ce qui commença comme un exercice d'anguite excentrique devint rapidement intense. Ces déjeuners en personnages menèrent à de vraies disputes et à une tension émotionnelle, exactement comme les personnages dans le film. Ringwald et Nelson auraient le plus clashé, avec Judd embrassant pleinement son rôle de provocateur et appuyant sur les boutons à chaque occasion qu'il avait. Mais la friction fonctionna. Quand il était temps de tourner des scènes émotionnelles, cette tension accumulée se déversa naturellement à l'écran. L'approche méthode donna à leur performance un sentiment brut et habité que l'on ne peut pas feindre. Ce n'était pas juste 5 acteurs jouant des rôles, c'était 5 personnalités en collision, même hors script. Et tout cela se passait avec un budget incroyablement petit. Numéro 17. On ne le devinerait jamais en regardant son héritage, mais The Breakfast Club a été réalisé pour moins d'1 million de dollars. En termes hollywoodiens, même dans les années 1980, c'était une somme dérisoire. John Hughes n'avait pas le luxe d'effets spéciaux spectaculaires, de décors élaborés ou de tournage dans plusieurs lieux. Il disposait d'un seul bâtiment, de 5 acteurs et d'une énorme quantité de dialogues. La plus grande partie du budget a été consacrée à sécuriser le casting et à construire le décor désormais emblématique de la bibliothèque à l'intérieur du gymnase. Le reste, étirer chaque dollar au maximum. Les costumes provenaient en grande partie des vrais garde-robes des acteurs. Les équipements d'éclairage ont été réutilisés de précédentes productions Universal. Même certains figurants à l'arrière-plan étaient des élèves du coin recrutés pour plus d'authenticité. Mais ces contraintes se sont révélées être une bénédiction créative. Sans effet tape à l'œil ni grand spectacle sur lesquels se reposer, Hughes s'est concentré sur le développement des personnages, l'émotion brute et une narration serrée. Et ça a marché, et en grand. Le film a rapporté plus de 50 millions de dollars au box-office, devenant un énorme succès surprise et l'un des films pour adolescents les plus rentables jamais réalisés. Il a prouvé qu'on n'avait pas besoin d'un budget de blockbuster pour créer quelque chose d'inoubliable. Il suffisait d'un peu de cœur, d'honnêteté et d'une pointe de rébellion. À propos de rébellion d'ailleurs, parlons de cette chanson qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Numéro 18. Il est impossible d'écouter Don't You Forget About Me sans penser immédiatement à The Breakfast Club. Mais voici la petite histoire surprenante. Le groupe qui l'a enregistré, Simple Minds, ne voulait absolument pas le faire.
Quand John Hughes et le producteur Keith Forsey cherchaient une chanson phare pour le film, ils savaient qu'elle devait frapper fort sur le plan émotionnel. Forsey avait coécrit le morceau et l'avait d'abord proposé à plusieurs grands noms, dont Billy Idol et Brian Ferry, qu'il avait tous les deux refusé. Lorsqu'ils ont contacté Simple Minds, le groupe écossais n'était pas intéressé non plus. Ils étaient concentrés sur l'écriture de leur propre matériel et ne voulaient pas interpréter la chanson de quelqu'un d'autre. Finalement, ils ont accepté, à contre-cœur. Ils l'ont enregistrée en une seule prise, avec un enthousiasme minimal, juste pour s'en débarrasser rapidement. Mais quand le film a connu un succès phénoménal, la chanson a explosé à son tour. Elle est devenue un tube mondial, a atteint la première place des classements et a transformé Simple Minds en stars internationales. Ironie du sort, le morceau qu'ils avaient failli refuser est devenu l'hymne qui a défini toute leur carrière. Et le célèbre point levé au ralenti de Bender pendant que la chanson joue? Ça non plus, ce n'était pas prévu. C'était totalement improvisé. Et c'est cette improvisation qui a scellé pour toujours la place de la chanson dans la culture pop. Mais tout n'a pas eu droit à son moment de gloire. En réalité, une suite au film a bien failli voir le jour, jusqu'à ce que tout le monde dise numéro 19. Après l'immense succès de The Breakfast Club, Universal Studios était prêt à encaisser les bénéfices d'une suite. Et chose surprenante, John Hughes était au départ ouvert à l'idée. Il avait même proposé un concept qui aurait retrouvé les personnages 10 ans plus tard, explorant la manière dont leur vie avait changé depuis ce samedi inoubliable passé en retenue. Mais les acteurs, pas intéressés du tout. Judd Nelson, en particulier, a catégoriquement refusé de retravailler avec Hughes après leurs affrontements sur le tournage. Molly Ringwald n'était pas non plus partante. Elle estimait que l'histoire était complète et qu'elle n'avait pas besoin d'une suite. Même Anthony Michael Hall, pourtant un favori de Hughes, a hésité. Il craignait qu'une suite ne vienne diminuer l'impact émotionnel du film original. Hughes a compris le message et a abandonné l'idée. Il a déclaré plus tard dans des interviews qu'une suite aurait paru artificielle et fausse. Il savait que la magie du film tenait en partie au fait qu'on ne sache pas ce qui se passait après le générique de fin. Est-ce que Claire et Bender étaient restés ensemble? Est-ce que les amitiés avaient tenu? On ne le saura jamais, et c'est peut-être justement le but. C'est un cas rare à Hollywood où la retenue l'a emporté sur le profit. Pas de reboot, pas de spin-off, pas de revival sur une plateforme de streaming. Juste une seule histoire parfaite, autonome et autosuffisante. Et la fin que nous avons eue, finalement, elle ne figurait même pas dans le scénario original. Numéro 20. Ce moment final. John Bender traversant le terrain de football, levant le poing vers le ciel, pendant que Don't You Forget About Me retentit à plein volume, est l'une des fins les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Mais voilà le plus fou, ça n'était pas dans le scénario. Tout est arrivé par accident. À l'origine, Bender était simplement s'éloigner dans le lointain. Pas de musique, pas de point levé, pas de freeze frame. Mais Judd Nelson, encore profondément dans la peau du personnage, a spontanément brandi son poing lors d'une des toutes dernières prises. À moitié provocateur, à moitié triomphant. John Hughes a adoré. Ça résumait tout ce que le personnage avait traversé sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot. Même la décision de figer l'image sur ce geste est venue plus tard, en salle de montage. Hughes s'est rendu compte que c'était le point final parfait. Brut, rebelle, inoubliable. Et ce simple geste, il est devenu le symbole de tout le film. Ce qui le rend si puissant, c'est justement sa sobriété. Pas de grands discours dramatiques, pas de cordes orchestrales qui gonflent, juste un gamin qui, pour la première fois, s'est enfin senti vu, qui s'éloigne d'un endroit qui a essayé de le définir. C'était improvisé, c'était imprévu, et ça est devenu légendaire. Et avec ça, prenons un peu de recul pour réaliser comment ce petit film tout discret a réécrit pour toujours le cinéma adolescent. Voici la traduction détaillée et précise en français. Le Breakfast Club n'était pas censé devenir une référence culturelle. Pas d'explosion, pas de grande star, et l'action se déroule à peine hors d'une seule pièce. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à ouvrir en grand l'âme des adolescents et à la mettre en image. Brute, sincère, inoubliable. Ce qui le rend intemporel, ce n'est pas seulement la musique ou les répliques cultes, ce sont les petits détails bizarres. La scène de danse improvisée, la fin accidentelle, les tensions entre les acteurs, les caméos cachés et les séquences perdues. Tout cela s'additionne pour donner quelque chose de rare. Un film qui ne se contente pas de vous montrer l'adolescence, il vous la fait ressentir.
Que vous ayez été l'intello, le sportif, le cas désespéré, la princesse ou le délinquant, ou peut-être un peu des 5 à la fois, ce film a trouvé le moyen de vous parler, et il continue de le faire des décennies plus tard. Alors, quel détail vous a le plus surpris? Lâchez-le en commentaire, on adore savoir ce qui vous a scotché. Et si vous voulez d'autres plongées approfondies dans les films cultes des années 80 et les histoires folles derrière leur création, n'hésitez pas. Explosez le bouton like, abonnez-vous à Yesterverse et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas de nous oublier.